On démarre cette conférence Regard, donc conférence qui a lieu après un film qu'on a eu le plaisir de découvrir. Je crois que vous avez tous apprécié. Un film riche en émotions, et on aura l'occasion d'ailleurs de revoir de brèves séquences du film dans la conférence qui va suivre. Donc on va revivre quelques moments très agréables de ce film. Donc cette conférence Regard, c'est la 19e conférence du nom, puisqu'on organise des conférences Regard à peu près tous les trimestres. Et on a souhaité, pour cette conférence, la dérouler autour du film de la mer, parce que la mer, finalement, on la côtoie tous les jours, mais pour certains d'entre nous, on la connaît peu, et on connaît peu le métier de marin et le métier de pêche côtière. Et c'est un domaine qui est extrêmement précieux pour la Bretagne, mais en particulier pour les Côtes-d'Armor. Et on a trouvé extrêmement intéressant de passer ce moment autour de la mer et de tous les enjeux de la mer, et puis de tous les métiers de la mer. Et donc on a la chance ce soir, pour parler de ce métier-là, d'accueillir des personnes éminemment qualifiées, outre Jean-Pierre Morvan qui a fait ce film et qui nous a montré toute la connaissance qu'il a du métier de la mer. On a la chance d'accueillir donc 3 patrons pêcheurs, donc, dont certains étaient d'ailleurs dans le film. On les a vus tout à l'heure au travers des images qui nous auront des compléments d'information sur leur métier. Et puis on a la chance d'accueillir donc, Monsieur le Président du Conseil départemental, Alain Cadec, député européen et en charge de la mer, donc un grand connaisseur du domaine de la mer. Et lui aussi nous apportera donc, toute sa connaissance de ce domaine économique. Et donc ce débat sera animé par Gilbert Jaffrelot, que vous avez déjà vu tout à l'heure, qui va animer cette soirée. Ça va durer à peu près 1 heure, je crois, Gilbert, avec aussi beaucoup d'échanges. Et donc, sans tarder, je te laisse la parole pour engager ces échanges. Merci beaucoup de nous accueillir. La plupart d'entre vous ont vu le film, ce film en intégralité, qui est un film documentaire, et de ce fait, découvert le quotidien de ces artisans, je dis bien artisans de la mer, à travers plusieurs métiers de la pêche, mais également plusieurs sites bretons, puisque Alain Cadec, qui nous rejoint, président de la commission pêche au niveau européen, on a montré surtout les sites bretons, et on parlera tout à l'heure dans la première partie avec Jean-Pierre Morvan, qui se met déjà aux manettes, puisque Jean-Pierre, il fait tout, on vous verra tout à l'heure, mais il fait tout. Donc Jean-Pierre Morvan va remettre quelques séquences choisies qui nous permettront d'alimenter quelques réflexions, quelques débats. La première partie, bien sûr, portera sur le film lui-même, sa conception, réalisation, les conditions du tournage. Je regardais ce film tout à l'heure. Ce n'est pas la première fois que je le vois. Et j'imaginais celui qui filmait. Tout à l'heure, faites donc l'exercice également. Pour ceux qui étaient là, qui l'ont vu une première fois, ils étaient sous l'émotion. Regardez maintenant en disant « Et si j'étais celui qui filme ?» Voilà. Deuxième partie, on parlera justement avec Alain Cadec de la pêche côtière en Côtes-d'Armor et les enjeux. Et en dernière séquence, l'avenir. On voit que certains... Je vois Jean-Yves qui dit, oui, normalement, il est en retraite, mais enfin, il est reparti sur un autre bâton, mais il y a un avenir, Et puis, on aura ensuite, bien sûr, la possibilité de continuer les échanges, puisque un cocktail est prévu à la suite de cette conférence Regard. Donc, la passion, je dis bien la passion, est à l'origine des engagements tant dans le domaine cinématographique que dans le domaine de la pêche côtière. On ne fait pas ce métier si on n'est pas passionné. La pêche côtière en Bretagne ne peut s'expliquer qu'à travers ces métiers passion. Qu'est-ce qui fait qu'on se lève si tôt le matin ? C'est une question qu'on peut se poser dans beaucoup de métiers, mais dans celui-là en particulier, la beauté des paysages, pas seulement. Plongeons-nous un instant au creux des vagues, en baie de Saint-Brieuc, puisqu'on va commencer près de chez nous, en accompagnant la caméra et le micro de Jean-Pierre Morvan. Quand vient le mois de novembre, la fébrilité s'empare de la baie de Saint-Brieuc. C'est le temps de la coquille. Dans tous les ports de la baie, chacun s'active. Il faut être prêt, car le temps de pêche est extrêmement réglementé. Cette année, 3/4 d'heure.
pas plus. En ce matin de février, une bise de nord-est cingle les visages. La mer est forte, une houle de 2 à 3 mètres. Depuis la mi-décembre, c'est le lot quotidien pour les marins pêcheurs, mais il faut y aller. Au port de Le Guivy, sur le Viking, Dominique, le patron, Gilbert et Yannick, ses matelots, se préparent. Le temps de récupérer les dragues avec le canot, de les installer sur le Viking, et c'est parti. À la même heure, au port d'Erquy, David et Thomas préparent le Mustang pour une nouvelle course contre la mort. 3 quarts d'heure sont vite passés. La mer est agitée. Le bateau roule d'un bord sur l'autre. Les dragues, en cognant contre la coque, répercutent un bruit sourd à tout le navire. Sur le Mustang ballotté par les flots, Thomas peine à trouver son équilibre, ce qui ne l'empêche pas de réaliser son travail avec le plus parfait détachement. À 53 ans, Gilbert, malgré quelques soucis de dos, reste une force de la nature. Et pourtant le corps est mis à rude épreuve. En plus du travail physique, la mer, très agitée, fait tanguer le bateau d'un bord à l'autre et il faut sans cesse trouver le bon équilibre au milieu de ces éléments mouvants. Ce jour-là, Dominique va faire 3 traits qui permettront de ramener 700 kg de coquilles. Pas que les gars partent à l'eau, en plus on les drague aussi. Et après tu peux avoir des croches aussi. Donc moi j'étais en permanence sur la manette des gaz, un gars au treuil prêt à défreiner quoi. Si ça peut être dangereux. Quand t'as fait 15 heures, voilà, quand c'est pas le froid, c'est le vent. Il y a toujours quelque chose. Gilbert il arrête dans 2 ans. Alors, il va falloir qu'on prépare doucement là, comme certains autres bateaux de Port-Véven, il a compris des jeunes et qui les ont formés. Ah, c'est un métier que j'ai choisi. Oui, oui, quand on est né là-dedans, on a du mal à en sortir. Quand on prend de l'âge, après, ça devient plus compliqué physiquement. Quand on est jeune, on prend des coups, enfin, en mer, ça gêne pas, quoi. Mais avec l'âge, c'est plus vrai. Donc, La première question que je voulais vous poser, c'était comment ça s'est passé le tournage avec cette intrus là? Magnifiquement bien, voilà, parce qu'on l'aurait même invité plusieurs fois. Et puis ça s'est tellement bien passé qu'on lui a de même donné la barre à un moment pour rentrer. Donc voilà, il s'est assoupi un petit peu, mais bon, on lui en veut pas, on est arrivé à bon port quand même. Hein. Je ne vais pas le dire. Olivier, tu dis dans le film, j'ai noté, c'est la mer qui décide. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, c'est la mer qui décide? Au bout d'un moment, je pense qu'avec les journées de mer que l'on fait,
les jours de gros temps comme ça, bah, on évite à aller quand même s'aventurer trop loin pour éviter de casser du matériel et puis mettre en danger les personnes. Et au jour d'aujourd'hui, bah, je pense que ça en vaut pas la peine de se risquer. Donc la mer décide pour nous. Yolène. Alors moi, je n'ai pas embarqué, puisque je travaille pour les pêcheurs dans un comité des pêches, qui sont des structures qui regroupent tous les pêcheurs d'un secteur. Donc moi, je travaille sur le secteur de Saint-Malo. Et du coup, j'ai eu l'occasion de rencontrer Jean-Pierre Morvan et plus d'échanger avec lui pour lui expliquer un petit peu la façon dont les pêches étaient organisées. C'est vrai qu'il a eu beaucoup d'écoute, très agréable, des bonnes questions. Puis on a senti tout de suite une passion, un intérêt accru, à tel point qu'il a été effectivement embauché rapidement, y compris à la journée de la pêche, où il nous a rendu des services très intéressants et une très belle vidéo d'ailleurs. Alors, il me disait, mais les marins, ce sont des personnes dures, mais au cœur tendre. Est-ce que vous êtes vraiment, vous reconnaissez à la fois dans le film et dans cette expression? Bah, dur, c'est dire que c'est physique, il faut être dur dans son métier, mais aussi tendre avec l'équipage, parce que c'est-à-dire que c'est aussi l'équipage qui travaille pour le patron, quoi. Et donc, si on est trop dur avec eux, bon, bah, voilà, ça se passe mal. Moi, j'ai toujours eu une bonne ambiance, jamais trop gueulé, voilà, ça s'est toujours bien passé. Après, tendre aussi, parce qu'il faut faire du social. Garder 4 hommes d'équipage pendant des années comme on a fait, il y a toujours un qui est malade au cul ou à la tête. Voilà, et donc, non, mais c'est vrai, c'est dur à gérer un équipage de 4 personnes. Donc on a réussi à le faire quand même, bon, sans trop les sanctionner, et puis ça s'est bien passé. Alors, ce que l'on dit, c'est qu'il y a la formule des 4 F. Vous en avez entendu certainement parler. C'est ce qui entraîne quelquefois les difficultés, le mal de mer. Les 4 F, c'est la faim, le froid, la frousse et la fatigue. Il me fait penser aussi, d'une certaine manière, à Saint-Exupéry, au Petit Prince. Il arrive à se faire apprivoiser ou apprivoiser le milieu dans lequel il va. Parce que ce n'est pas évident, normalement. Mais là, il n'y a personne des douanes, je pense, pour aller sur les bateaux, ce n'est pas toujours évident. Pour la petite histoire, comme il a vu du mauvais temps, il pourrait y décider des boutons. Voilà. Oui. Si, mais ça veut dire que la littérature va sur les bateaux aussi. Hein. Dessine-moi un bouton. Voilà, exactement. Très bien. Jean-Pierre, lorsqu'on a commencé à préparer, et j'ai eu le plaisir de voir le film avec lui et de choisir quelques extraits, il me dit, mais les 4 F, à la limite, je vivais, il y avait du froid, d'accord, la frousse peut-être, la faim, bon, on s'arrange, mais il y avait des journées de 15 heures quand même d'affilée, la fatigue, peut-être, mais il dit, moi, c'était pas tous les jours. Il dit, mais par contre, pour filmer, nous revenons donc aux conditions du tournage, il dit, j'ai eu 3 contraintes très frustrantes. La première, c'était le peu de place. Oui, parce que sur des bateaux, sur des chalutiers qui font en moyenne 12 mètres, hein, la place est extrêmement réduite. Donc ça, c'était la première contrainte. La seconde, c'était qu'il ne fallait surtout pas que je gêne à la manœuvre. Donc c'est vrai qu'au niveau des plans, quelquefois, j'aurais aimé être ailleurs, à un autre endroit, mais ce n'était pas possible. Et puis la troisième contrainte, bien évidemment, c'était la mouvance du bateau. Parce que même quand la mer est, je dirais, calme, le bateau, lui, il bouge quand même. Donc il n'était pas question de filmer sur pied, bien entendu. Donc tout s'est fait à main levée. Tout est à main levée et quelquefois, j'ai remarqué en contre-lumière, ce qui n'est pas évident, puisqu'on ne refait pas un plan, on le saisit sur le moment, c'est du photoreportage. Ben oui, voilà, oui. Il n'était pas question de recommencer la scène, oui, c'est clair. Est-ce que vous auriez été d'accord, les acteurs du film, pour recommencer ? Oh, s'il avait fallu, il l'aurait fait. On n'a jamais qu'un seul filet, donc voilà, si on peut recommencer au filet d'après. Ouais. Donc voilà, c'est pareil pour les casiers, il y a plusieurs filières de casiers. Si on loupe une scène, on en fait une autre filière d'après. Ouais, mais c'est arrivé. Ouais. C'est arrivé quand même qu'il fasse des prises plusieurs fois. Ah oui. Mais comme c'est un métier qui est répétitif dans la journée, quand on fait un certain métier, oui, il avait le temps de se reprendre. Voilà, temps de retomber sur mes pieds. Voilà. Et il nous disait qu'il faisait avec les moyens du bord.
C'est facile d'ailleurs, toutes les expressions que l'on peut avoir autour de la pêche. Je pense qu'à ce stade, on va vous retrouver tout à l'heure, mais j'aimerais qu'on vous applaudisse pour l'authenticité de vos témoignages. Et comme Alain, tu as eu la gentillesse de quitter tes turpitudes européennes et locales pour venir passer la soirée avec nous, on te remercie. Et en fait, c'est du territoire au méritoire. Le méritoire, c'est une expression envoyée par un universitaire que tu connais bien, Jean Olivreau, qui travaille beaucoup pour la Bretagne. Il dit on parle toujours du territoire, et si on parlait également du méritoire, c'est-à-dire la terre et la mer, donc de l'Arquat à l'Armor, eh bien, c'est un autre passionné de l'ancrage et habitué à l'incertitude que nous accueillons, Alain Cadec. Je vous demande de l'applaudir également. On a vu quelques marins qui s'énervaient un peu par moment. Ils ont raison. Oui, mais d'abord les atouts. S'agissant de l'arrêt Brunette, ils ont raison. On va revenir après là-dessus si vous voulez. Les atouts, d'abord c'est une activité économique importante pour notre région. On a encore heureusement quelques ports de pêche côtière ou semi-côtière avec un certain nombre de navires. J'entendais tout à l'heure dans le film, qui a l'air magnifique d'ailleurs, j'aimerais bien le voir en entier, mais malheureusement je ne pouvais pas être plus tôt ici, je suis désolé. J'espère que je pourrai le voir en entier. C'est promis. En tous les cas, oui, il y avait un marin qui parlait d'un âge moyen des bateaux au Guilvinec, de l'ordre de 25 ans. C'est plus que ça. Hein. En Europe, c'est près de 32 ans aujourd'hui, l'âge moyen des navires. Ce qui fait que, en effet, c'est une activité économique importante pour notre région, pas seulement, mais pour notre région. Mais on est aujourd'hui à un virage parce que pour certains de ces bateaux, ils deviennent dangereux. Ils deviennent dangereux dans le cadre de la sécurité. Alors, lors de la dernière révision de la politique commune de la pêche, moi j'avais proposé qu'on inscrive dans cette politique commune de la pêche le renouvellement de la flotte. Ça a été refusé par une majorité du Parlement. Je le regrette. Parce que pour des raisons de sécurité, mais également pour des raisons de pollution, parce qu'aujourd'hui on a des navires qui sont anciens et qui donc, pour beaucoup d'entre eux, consomment beaucoup de gasoil et polluent davantage que ce qu'on pourrait faire aujourd'hui si on avait des moteurs plus récents, par exemple. Et il ne s'agissait pas évidemment d'augmenter ce qu'on appelle la capacité de la flotte française, et européenne en l'occurrence, mais c'était de la rénover, de la rendre plus moderne. Il ne s'agit pas de pêcher plus aujourd'hui. Je ne suis pas sûr que c'est ce que vous demandez, c'est pas pêcher plus, c'est pêcher mieux. C'est pêcher mieux, ça veut dire avec des engins sélectifs. D'ailleurs, on voyait tout à l'heure, justement au Guil, les chaluts à langoustine avec des mailles carrées qui permettent d'avoir une sélectivité parfaite, enfin parfaite, la meilleure possible. On ne remonte pas de juvénile ou un minimum. Enfin, vous connaissez les chaluts à langoustine, hein, même si on ne la pratique pas ici. Et par ailleurs, on constate qu'ici, dans nos secteurs, qu'on le veuille ou non, on pratique pour la plupart une pêche responsable. Alors, il faut le redire encore une fois. C'est vrai que, en tant que président de la Commission de la pêche du Parlement européen, je suis confronté constamment à des échanges et à des remarques des ONG notamment, qui mettent en cause carrément le métier de la pêche, notamment les arts traînants, en l'occurrence le chalut, évidemment, et la drague. D'ailleurs, on a eu quelques inquiétudes il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois, au moment du rapport sur le chalutage en eau profonde, puisqu'en fait, l'idée derrière tout ça, c'était d'arriver à interdire carrément tous les chaluts. Donc on a réussi à préserver l'essentiel, c'est-à-dire que les chaluts continueront à travailler. Alors sur les eaux profondes, c'est un peu, on préserve l'empreinte. Enfin bon, on ne chalutera plus là où on ne chalutera que là où on a déjà chaluté. Enfin, ce que je veux dire encore une fois, c'est que c'est un métier, comme tu le disais, Gilbert, il faut être passionné pour faire la pêche. C'est un métier de passion. C'est un métier d'homme passionné, mais c'est un métier très dur. On le voit bien ici dans le film. Hein. C'est un métier extrêmement difficile, extrêmement fatigant. Tu as dit les 4 F. Et c'est vrai, et c'est très dangereux. Chaque année, malheureusement, on a des drames. On voit comment ils travaillent à la coquille, parce qu'il faut faire vite. Hein. Il
y a 45 minutes, il faut virer, il faut filer tout de suite et refiler immédiatement une fois qu'on a viré. Et donc, on prend des risques. On prend des risques et parfois, malheureusement, ça débouche évidemment sur des drames. Donc, c'est un métier extrêmement difficile, il ne faut jamais l'oublier. Et qui est fait par des gens passionnés. Moi, je connais bien le monde de la pêche et je suis en admiration devant ces gens. Mais par contre, qu'on arrête de les stigmatiser. Voilà. Très bien, je pense que c'est un discours qui les entende bien. Parlons un petit peu de l'enjeu économique également pour la Bretagne, puisque tu te situes à un niveau local, départemental, régional. Oui, mais je vais en parler au niveau européen. Oui. C'est un enjeu à la fois économique au premier sens premier du terme, mais aussi un enjeu d'aménagement du territoire, parce qu'il faut des bateaux dans nos ports, il faut une activité. Alors c'est facile de dire on a déjà diminué la flotte globalement dans les années 90-2000. On a diminué quasiment la flotte par 2 en France avec la casse des navires. Et donc aujourd'hui on est arrivé à mon sens à un bon niveau de ce qu'on appelle la capacité au niveau européen de la pêche, c'est-à-dire de ce que peut produire la mer pour permettre de préserver la ressource. Parce que la première chose, c'est quand même de préserver la ressource. Parce que ce sont des gens qui n'ont pas envie de scier la branche sur laquelle ils sont assis. On a le meilleur exemple ici, c'est la pêche de la coquille. La pêche de la coquille, moi je l'ai connue il y a 40-45 ans. On pêchait de 4h le matin à 10h le soir. Et évidemment, on aurait épuisé le gisement rapidement si on avait continué. C'est les pêcheurs eux-mêmes qui ont organisé cette pêche, qui l'ont organisée eux-mêmes, de façon à justement préserver ce gisement. Et ce gisement de coquille Saint-Jacques, si ça continue comme ça, et ça continuera comme ça, il est là pour l'éternité. Voilà. Bon. Et donc ça veut dire qu'il faut une gestion de la ressource. Alors c'est pour ça que quelquefois on s'oppose évidemment, parce que avec l'Union européenne, on arrive à mettre des quotas, des barrières, un certain nombre de choses, préserver un certain nombre d'espèces, parce qu'on est obligé de le faire, parce qu'on a des avis scientifiques, d'IFREMER, du CIEM, qui nous disent attention, cette espèce est en danger. Aujourd'hui, c'est le bar, par exemple. Bon. Alors, l'arrêt Brunette, c'est un roman, hein, donc je ne vais pas revenir là-dessus, parce que je me suis battu avec la Commission européenne. Moi, je suis allé en mer avec des pêcheurs, des ligneurs ou des gars qui pêchent au chalut. On marche dessus dans certains endroits. Hein. Et tu n'as pas ramené de photos? Hein? Non. Non, mais j'ai ramené des photos au commissaire européen, Carmen Nouvella, et il m'a dit oui, mais j'ai besoin d'autres avis scientifiques. Normalement, on devrait lever l'interdiction, je pense, dans les mois qui viennent. Heureusement, parce que là, c'est une aberration. Enfin, c'est un cas particulier. Oui. Parce que, moi, je vais te donner la parole après. Parce que globalement, ce qu'il faut dire aussi, c'est que tu as commencé comme ça avec l'Europe. Je pense qu'au même titre que l'agriculture, c'est vrai pour la pêche. S'il n'y avait pas eu l'Union européenne, et si ce n'était pas devenu une politique totalement intégrée, puisque c'est une politique totalement intégrée, rien ne se décide à Paris, à Berlin ou à Rome, tout se décide à Bruxelles et à Strasbourg, eh bien, s'il n'y avait pas eu cette politique intégrée, aujourd'hui, il n'y aurait plus de bateaux parce qu'il n'y aurait plus de pêche, parce qu'il n'y aurait plus rien à pêcher. Voilà. On va donner la parole à Jean-Yves. Oui, je vais parler de la pêche au bar, je vais vous dire ce que je pense. C'est que c'est vrai qu'on dit que le bar est en danger, mais il y a des secteurs où on n'a jamais pêché autant de bars, quoi. Et donc, moi, je pense qu'avec le réchauffement climatique, le poisson ne vient plus à la côte comme avant. Et le poisson, lui, il suit la migration de sa nourriture. Et on le voit arriver beaucoup plus tard que par certaines années, il vient beaucoup plus tard. Et pour moi, le bar, c'est sûr qu'on l'empêche moins, mais c'est pas en danger comme on le dit, puisque dans certains secteurs, il y a des très bonnes pêches de fait. Et puis, voilà, c'est... Non, mais... Si. Là, je pense qu'on dans est le déjà sud, dans le débat. Il y a des bateaux qui n'ont jamais pêché autant. Il y a des secteurs, là, ils pêchent du bar. Et puisque j'ai le micro, monsieur le député, est-ce que vous pensez que tous les pays européens... Oui. Est-ce que tu penses que tous les pays sont liés à la même enseigne? Alors, moi, je voudrais parler de la réglementation et aussi pour le financement des bateaux neufs. Ah oui, bien sûr, ils sont exactement sur le règlement, il est européen, point à la ligne. Que ce soit en Galice, parce que la Galice est quand même le secteur le plus important en matière de pêche en Europe, hein, en Bretagne ou aux Pays-Bas, comment dirais-je, en Belgique, en Pologne, tout le monde est sur un pied d'égalité. Et pour les contrôles? Alors les contrôles, malheureusement, c'est moins vrai dans certains pays. C'est vrai que j'étais rapporteur sur le Fonds européen des affaires maritimes et de la pêche, le FEAMP. L'ancien FEP. Et j'avais doublé l'allocation j'avais proposé à mes collègues de doubler, ils l'ont accepté, de doubler l'allocation pour les contrôles. Malheureusement, les pays membres n'ont pas souhaité développer ces contrôles. Et ça, c'est très dommage.
Parce que là, la France... Et c'est pas le problème des contrôles, excuse-moi de te couper. Ce qui est gênant, et ce qui est très gênant, il va falloir qu'on y travaille, c'est l'harmonisation des sanctions. Parce que pour une même, comment dirais-je, une même erreur, entre guillemets, une même faute, la sanction n'est pas la même si on est un bateau français, un bateau espagnol ou un bateau polonais. Et ça, c'est pas acceptable. Donc oui, pour les sanctions, je sais pas ce que je voulais dire, mais non, il y a les pays européens. La France, elle a été taxée parce qu'elle mettait pas assez de PV, mais c'est pas parce qu'elle met assez de PV, c'est que nous, on n'est plus, on fait attention à ce qu'on fait, quoi. Non, la France n'a jamais été taxée là-dessus. Elle a été, je veux dire, on lui a pas dit qu'elle mettait si, pas assez de de PV. PV. Ah, si, Mais en fait, on met pas de PV parce qu'il n'y a pas de dépassement, il n'y a pas de faute, il n'y a pas de, voilà, c'est tout. Hein, c'est pas parce que les pêcheurs français sont en général raisonnables, mais il faut bien reconnaître que c'est un milieu, on ne va pas se cacher derrière le petit doigt, où le sport favori, c'est de carotter un petit peu. Bon, voilà, c'est pas... tu ne vas pas me dire le contraire. Donc, tu n'arriveras pas à me convaincre. Ah, j'ai pas fait les coquilles, moi. Non, mais... Bon, bah, je crois qu'on commence à naviguer dans les eaux troubles, là. Quand ça reste à la marge, mais c'est vrai dans tous les pays, hein. C'est vrai dans tous les pays. Hein, dans tous les pays. Non, mais ce que je voulais revenir, c'est que là, on arrive de Hollande, là, et on voit que dans tous les ports, il y a des bateaux neufs, des bateaux qui pêchent au chalut électrique. On sait que c'est extrêmement destructeur. Et la communauté européenne leur donne des accords pour pêcher, alors qu'on sait très bien que ils bousillent tous les petits poissons, parce que la densité électrique tue tous les juvéniles. S'agissant de la pêche électrique, c'est vrai que c'est une pêche typiquement néerlandaise, qui est alors évidemment soutenue par les ONG. Moi, j'ai jamais compris pourquoi et comment, parce que, à mon avis, je partage ton avis, c'est destructeur. C'est un principe, en fait, ça envoie un arc électrique et en fait, les poissons sont KO et donc on les récupère à ce moment-là. Mais c'est vrai pour les juvéniles aussi, c'est vrai pour tous les poissons qui sont sur le fond. Parce que c'est beaucoup de poissons plats là-bas. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu un certain nombre de projets pilotes qui ont été acceptés par l'Union européenne et donc qui ont été financés, tu as raison, mais c'était limité. Sauf que les Néerlandais ont développé cette pêche de manière importante, mais ce sont les pêcheurs eux-mêmes ou les armements eux-mêmes qui ont payé. Ce ne sont pas des fonds européens ou des fonds nationaux. Ce que je vous propose là, puisqu'on est sur un sujet sensible, non, mais c'est passionnant, mais on savait, en invitant Alain Cadec, il a accepté de venir, c'est quand même courageux aussi. Hein. Mais ce que je vous propose, alors je disais mais, en fait, on va dire et aussi, parce que si je dis mais, on va se mettre un peu en opposition. Donc, je vais dire et aussi, pour cela, écoutons les angoisses et la colère des pêcheurs. Et je vous propose de vous retourner parce qu'on va voir 3 minutes d'extrait. 17h. Au large de Pinmar, le Loirnpoos s'apprête également à rentrer. Durant le retour, tout en préparant ses langoustines, Emmanuel ne peut s'empêcher d'évoquer les contraintes administratives imposées à leur métier. Il en est une qui fâche particulièrement le monde de la pêche côtière. C'est le zéro rejet que Bruxelles veut imposer à partir de 2017. Nous, on est des petits bateaux, on n'a rien à voir là-dedans. Après, tu as les gros Hollandais, Espagnols qui viennent là avec des tonnages monumentaux. Ouais, c'est pas gagné. Plus tu travailles et plus tu es embêté. En gros, c'est ça. Encore, nous, on rentre tous les soirs, mais le bateau qui fait 3 jours, il va remplir sa cale de déchets et il n'y aura plus de place pour les bons poissons. Je ne sais pas qui, c'est le technocrate qui a eu cette idée, il a de parler de zéro rejet, je ne sais pas d'où il sort. Je me demande même pourquoi ceux qui sont censés nous défendre à Bruxelles n'ont pas mis le feu, réagi comme... C'est une aberration parce que ça va contre le problème de la ressource. Parce que si on ramène tout à terre, je veux bien qu'on ramène tout à terre pour faire de la farine animale, il faut être logique. Là, c'est une aberration complète. C'est incroyable. Les bateaux qu'on a ne sont pas adaptés pour le faire. Alors comment on va faire? On va casser tout, on va tuer tout. Donc c'est facile, il n'y aura pas de zéro rejet, il y aura zéro bateau. J'ai commencé à pratiquer la pêche au thon, à la ligne. Mon pêcheur, c'est pas quelqu'un qui pêche beaucoup, c'est quelqu'un qui pêche bien. Voilà, c'est pas pareil. Aujourd'hui, on est arrivé avec le système industriel, semi-industriel, les gros bateaux, à pêcher toujours plus. Alors que je trouve que c'est une erreur. Et on se rend compte qu'aujourd'hui aussi, avec la politique européenne, justement, ce phénomène de pêcher toujours plus,
retombe sur les bateaux artisans, sur les petits qui, eux, respectent en gros justement cette façon de pêcher. Et c'est sur nous que ça retombe. Voilà, on est les premières victimes, alors que c'est pas nous qui détruisons les fonds marins, c'est pas vrai, c'est complètement faux. On a voulu protéger le poisson. Je ne veux pas dire que c'est une mauvaise chose, je suis moi-même pour la protection de la ressource. Mais là, on a carrément tué tous les pêcheurs. Voilà, ça va être simple. Oui, il ne reste plus que les gros. Mais on parle d'économie, il n'y aura plus d'économie. On est en train de tuer tout. Par des gens qui sont payés, qui nous pondent des conneries. Voilà, il faut dire les choses comme elles sont. Je trouve que c'est grave. Parce que quand on parle de plan de casse, donner de l'argent pour casser un bateau, 3 fois plus d'argent pour casser un bateau qu'il a coûté 20 ans avant, je trouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je trouve que c'est dommage. C'est dommage. C'est bien qu'on puisse parler à des gens qui ont un autre regard plus objectif sur l'état de la ressource et tout ça. Mais il me semble que quelque part on n'est pas assez écouté, quoi. Oui, il y a plein de choses. Il y a d'abord le zéro rejet qui est évoqué, qui était la marotte de la précédente commissaire, Mme Maria Damanaki, qui d'ailleurs aujourd'hui préside une ONG très opposée à la pêche à Londres. Et donc on voit bien qu'elle avait en tête évidemment de provoquer quelque chose qui est... Moi j'étais opposé à cette mesure, à telle enseigne que j'ai voté contre d'ailleurs, au Parlement européen, contre le principe des zéro rejet, parce que, pour plein de raisons, la première, c'est que je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure façon de dissuader les pêcheurs d'aller pêcher des juvéniles, des choses comme ça. Que par ailleurs, les bateaux ne sont pas équipés du tout pour ramener la totalité des prises à terre, que ça devient dangereux quand il faut stocker tous ces poissons, que ça devient... et qu'on ne sait pas quoi en faire, que rien n'a été prévu pour le débarquement et pour le traitement de ces poissons. D'ailleurs, j'ai eu cet après-midi, pas plus tard que cet après-midi, le DG Marais, le directeur général de la commission à Bruxelles, qui m'a appelé justement pour Joao, j'ai oublié son nom, c'est un portugais, ça va me revenir, et qui me disait qu'il fallait qu'on proroge encore les dérogations pour les rejets parce qu'on ne peut pas y arriver. Et qu'il fallait qu'on passe en commission de la pêche quelque chose rapidement et qu'il fallait que je me saisisse du dossier parce que ça allait être compliqué avec certains membres du Parlement européen. On voit bien qu'aujourd'hui c'est impossible de mettre ça en œuvre. Sur les pêches monospécifiques, on peut encore y arriver, mais sur les pêches multispécifiques comme les nôtres ici, c'est quasiment impossible. Donc le zéro rejet, moi j'y étais opposé, c'est une erreur. Je pense qu'il faut d'abord travailler sur la sélectivité, je le disais tout à l'heure, la sélectivité des engins de pêche. Et là, il y avait Robert, qui est un bon copain, Robert Bouguéon, mais il aurait pu avoir Dédé Lebert. Et Dédé Lebert vous aurait dit, avec l'accent du Finistère, il vaut mieux trier sur le fond que trier sur le pont. Aussi quoi, il aurait rajouté. Mais voilà, donc ça veut dire qu'il faut des engins sélectifs, plutôt que le zéro rejet, je veux dire, c'est pas la solution. Alors par ailleurs, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que on s'impose un certain nombre de règles, et notamment une règle qui est importante, c'est la règle du RMD, le rendement maximum durable. Et ça, c'est important pour préserver les ressources de toutes les espèces. Ça, nous y tenons beaucoup, par contre. Le RMD, c'est quoi? Alors ici, je me trouve dans le siège d'une grande banque. Eh bien, je vais prendre une métaphore un peu bancaire. Quand vous arrivez au Crédit Agricole, à votre caisse du Crédit Agricole, vous avez un peu d'argent à placer, ben vous le placez, puis il fait des petits chaque année, normalement. Bon, en ce moment, les taux ne sont pas terribles. T'en es pas directement responsable. Bon. Eh bien, le principe du RMD, c'est pareil. C'est-à-dire que l'idée, c'est de conserver le capital et de n'utiliser, c'est-à-dire de ne prélever dans l'océan que les intérêts. Ce qui permettra de préserver l'espèce, c'est un peu comme pour la coquille, pour l'éternité. Donc voilà le principe du RMD, le rendement maximum durable. Donc c'est quelque chose, c'est du bon sens tout simplement. C'est simplement du bon sens. D'ailleurs, les pêcheurs nous accompagnent là-dessus. Il n'y a pas de souci. Je veux dire, ce sont des gens responsables et qui savent que... Parce qu'il y a eux, mais après il y a leurs enfants.
il y a leurs neveux, il y a ceux qui veulent faire ce métier qui est un métier magnifique, le métier de la pêche, et qui par ailleurs est une activité, et puis il n'y a pas honte de le dire, qui est une activité économique qui rapporte de l'argent. On gagne bien sa vie quand on est pêcheur. C'est dur, mais on gagne sa vie. C'est pas le cas dans d'autres activités. Aujourd'hui, il vaut mieux être marin-pêcheur qu'agriculteur, très clairement, qu'avoir 50 vaches laitières. Bon, il faut se dire les choses. C'est un métier très difficile, mais dans lequel on peut s'en sortir. Et j'aimerais qu'on ait l'avis maintenant des pêcheurs, dans la mesure où on a dit tout à l'heure... Oui, mais on est là pour trouver l'équilibre également. Réaction, parce qu'il y a eu plein de choses dans ces extraits-là. Comment vous réagissez par rapport à ces demandes? Bon, il y a de la colère, c'est vrai, et en même temps, il y a de la recherche d'équilibre, il y a de la sagesse, il y a du bon sens. Robert Bourguignon est toujours en colère, comme ça, quand on le connaît. Olivier. Ouais. Non, c'est vrai qu'il y a de la colère, parce que quand on voit ce qui se passe au quotidien et que l'Europe veut nous mettre des freins un peu partout, on arrive déjà, nous, à s'autogérer, donc on ne comprend pas pourquoi l'Europe veut nous rajouter encore des clauses, alors que ça marche très bien comme ça pour nous, mais comme on veut tout européaniser, mettre tout le monde à la même enseigne, ça nous pose certains problèmes. Est-ce que c'est pas le problème aussi de la cohabitation avec la pêche industrielle? Bien sûr, parce que eux, on va dire dans leur bureau, ils voient pas la différence, ils font pas la différence entre les petits chalutiers et la pêche hauturière et la grande pêche. Ils mettent tout le monde dans le même panier, et après, c'est à nous de nous débrouiller un peu. On récupère quelques miettes quand même. Non, je ne suis pas d'accord du tout, je m'inscris en faux totalement. Désolé. Mais encore une fois, je le disais, je le redis, je remartèle, s'il n'y avait pas l'Europe, il n'y aurait plus de pêche aujourd'hui. Parce qu'il n'y aurait plus rien. Tout aurait été nettoyé, il n'y aurait plus de poissons, plus de crustacés, plus rien du tout. Aujourd'hui, l'Europe met mais attention, quand on dit l'Europe, c'est sur des avis scientifiques, c'est pas les députés ou la Commission européenne qui décident comme ça, toute seule, de façon arbitraire, un certain nombre de choses. Ils s'appuient sur des avis scientifiques, qui sont des avis scientifiques qui sont très recevables. Les avis du CIEM, d'abord, qui est l'organisme de scientifiques de l'Union européenne, mais aussi des avis d'Ifremer et d'autres organismes qu'on ne peut pas contester aujourd'hui. Voilà. Moi, ce que je regrette, par contre, et ça a été dit tout à l'heure dans le film également, et tu l'as dit tout à l'heure, c'est qu'il n'y ait pas plus de relations entre les scientifiques et les pêcheurs. Moi, je le demande depuis longtemps, parce que l'approche scientifique uniquement, ça ne suffit pas. Il faut aussi une approche de métier. Et c'est là où vous avez votre mot à dire et votre rôle à jouer. Mais encore une fois, sans l'Union européenne, très franchement, je serais très, très inquiet sur l'avenir de la pêche. Les endroits où on a encore de la possibilité de pêche, c'est justement les endroits où c'est réglementé, très réglementé. L'Europe, la Nouvelle-Zélande, les États-Unis sont des pays qui sont très réglementés en matière de pêche. Et grâce à ça, il y aura de la pêche encore pour longtemps. La place des scientifiques et finalement le peu de connaissances qu'ont les scientifiques. Il y a certains stocks qu'ils peuvent très bien connaître et sur lesquels ils émettent des avis recevables avec toute une série d'informations. Mais la majorité des stocks de poissons sont finalement méconnus, et notamment nos stocks côtiers. Et du coup, c'est vrai qu'il y a une vraie lacune là. Autant certains stocks de poissons sont très bien suivis, autant on a, je pense, beaucoup de choses à améliorer, et on ne pourra pas mettre des scientifiques sur tous les bateaux de pêche, c'est pas possible, donc il va falloir à un moment ou à un autre qu'on renforce justement les connaissances des marins-pêcheurs pour que ces connaissances puissent justement permettre de renseigner mieux tous les stocks et de permettre de prendre des bonnes décisions adaptées à l'état des stocks. Eh bien, c'est l'occasion qui nous est donnée de parler maintenant de l'avenir, et je vous propose à nouveau de vous retourner pour regarder. Alors, merci d'abord pour la sincérité de vos échanges, et puis accueillons des images et des témoignages qui assurent la relève. Aucune journée ne se ressemble. Le matin, on part en mer, on a une idée dans la tête. Et souvent de fois, notre idée sur la pêche, elle est complètement modifiée au fur et à mesure de ce qu'on voit dans les filets ou dans les casiers ou dans les drogues. Donc c'est un métier où on se remet en question en permanence. Il n'y a rien de défini, c'est un peu comme une aventure, à nous de savoir pour faire en sorte qu'elle se passe le mieux possible. La journée n'est jamais gagnée avant la commençant, quoi. C'est à la fin de la journée qu'on appuie sur la touche égale, on sait si elle est faite ou pas. Au Roche d'Ouvre, le cap nord de Dominique danse dans une houle de 2 à 3 mètres.
Entre deux filières, Dominique s'accorde 3 à 4 minutes de récupération. Après 37 années de navigation, la fatigue commence à se faire sentir. Dans 2 ans, ce sera l'heure de la retraite, et Dom aimerait qu'un jeune reprenne le bateau pour pouvoir l'initier pendant ce temps qui lui reste. On sent une grande expérience et un grand professionnalisme chez ces marins. Ce ne sont pas des casse-cou. Ce sont des hommes de courage, exerçant un métier difficile et parfois dangereux. Mon père était marin pêcheur, mon grand-père aussi. La pêche, j'ai commencé à 20 ans. C'est bien simple. Mon père m'a dit en sortant de là, quand je suis sorti de l'armée, j'étais au chômage en fait. Il ne m'a pas donné trop le choix. Ils m'ont embarqué. Puis finalement, je suis resté. C'est aussi simple que ça. La peur, mais j'ai connu la peur. Ouais, à la mer. Il y avait une grosse houle et je suis embarqué là-dedans et j'arrivais pas à sortir, quoi. Enfin, j'arrivais pas aussi, je suis sorti quand même, mais on s'est renlé facile. Au large et au retour. D'un côté ça allait, quand on a passé de phare, c'était plus pareil. Il n'y a plus moyen de faire demi-tour. Et la nuit en plus c'est encore plus impressionnant. Ouais. Ça je me rappelle bien. J'ai connu la peur. Est-ce que vous avez connu la peur les uns les autres? La peur, non, il ne faut pas se faire peur. Si on fait peur, si on a peur, on perd nos moyens. Il faut être conscient de ce qu'on fait, il faut savoir lever le pied de temps en temps, puis regarder d'où viennent les vagues. Mais si on a peur, on perd nos moyens. Moi, j'ai eu une fois les gens qui tremblaient comme ça, et ben, on n'est plus nous-mêmes. Donc, il faut toujours être conscient de ce qu'on fait. Et à partir de là, bon, c'est bon. C'est sportif aussi. Ouais, très. En fonction des métiers qu'on fait dans la pêche, que ce soit le chalut, bon, un petit peu moins, parce qu'on se laisse porter, mais sur les autres métiers de casier, des arts dormants, oui, c'est assez chaotique bien des fois. Et à terre, parce que Violaine organise plutôt le travail, en termes d'enjeux économiques, d'ailleurs, on dit qu'un emploi en mer, c'est 3 emplois à terre. Moi, je dis plutôt 4. Voilà encore l'objet d'un débat. Ça dépend des secteurs, effectivement. Il y a des endroits où il y a forcément il y a des ports sur lesquels il y a beaucoup d'ateliers de mariage, beaucoup de transformateurs. Donc pour le coup, c'est un métier pour un marin. Un marin représente 3, 4, 5 métiers sur certains secteurs. Donc 1400 navires de pêche en Bretagne, 5000 marins, on multiplie d'autant. Et donc forcément, c'est un... Et puis alors, ça fait rêver. Alors on va parler de l'avenir. Mais ça fait quand même rêver quand on voit les belles. On va parler d'abord des roches douves, si tu veux bien. Ah bah si tu veux. Oui, parce que les roches douves, c'est quand même... Non mais c'est J'ai eu la chance, moi, de dormir dans le phare. Et c'est extraordinaire. Et on parlait de peur tout de suite. J'ai une petite anecdote, je vous la raconte, tout ce que ça vaut. J'étais avec à l'époque, je sais pas, 16-17 ans, et je donnais un coup de main à un pêcheur de Saint-Quay, Roger Grain, ça vous dit quelque chose? Tonton Grain, non? Il n'y a pas. Peu importe, pas de votre génération. Et panne de gasoil. Panne de gasoil, on était sur Carabras, là, ce qu'on a vu, les roches qui sont donc dans le sud du phare, un peu. Hein. Et donc, il fallait aller on n'avait qu'une solution, c'est d'aller à la cale et de demander au gardien de phare s'il pouvait nous donner un peu de gasoil. Quoi. Et il y avait une grosse houle, très grosse houle. Et là, j'ai eu peur. Mais une fois qu'on était à quai, c'est-à-dire enfin le long de la cale, parce que le bateau remontait de, je sais pas moi, 8-10 mètres à chaque coup de houle et de 3 mètres en hauteur, quoi. Donc pour passer les jerrycans, je ne vous raconte pas. Enfin, c'est une anecdote. Hein. Et le phare des Roches d'Ouvre, il fait 66 mètres, c'est le plus haut phare immergé en Europe. Il a été construit dans deux périodes. Et la dernière période s'est terminée en 1954. Et moi, à l'époque où j'y étais, il y avait encore, enfin où j'y suis allé, il y avait encore des gardiens de phare. Et donc, c'est la raison pour laquelle je n'avais pu dormir au phare. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on voit les déferlantes sur Carabras, vous imaginez
le danger de cette pêche, d'aller raser les roches pour filer les casiers ou pour filer un filet, quoi. Il faut vraiment être courageux, mais il faut surtout être responsable, en fait. Faut savoir ce qu'on fait, quoi. Alors, je veux dire, les roseaux, c'était le temps où il y avait encore une cale. Oui. Parce que là, maintenant, elle est toute démolie, quoi. Voilà. On a perdu les gardiens, on a perdu la cale, quoi. Alors, quand on parle d'avenir, non, mais on est là aussi pour que le public vive un peu avec vous ces épisodes particuliers. Alors, je disais, quand on prépare l'avenir, revenons dans l'actualité, je vais dire presque du jour. Dans un grand quotidien ce matin, on parlait d'Ifremer qui s'offrait un des ordinateurs géants, un des plus grands en France, qui s'appelle Datamor. Qu'est-ce que ça peut vous apporter, vous, aux marins, et à ceux qui ont des responsabilités au niveau de l'organisation de la pêche en général, qu'est-ce que ça peut vous apporter d'avoir une capacité de stocker data, hein. On va stocker beaucoup d'informations, et alors le mot armor, ça me plaît bien, toi aussi sans doute, hein. Là on va avoir de l'information supplémentaire. Dans le film on dit, oui mais nous on est au flair, nous on sait qu'il y a des oiseaux qui sont là, donc on sait qu'on va avoir tellement de sardines ou tel... Voilà. Et en même temps il y a des scientifiques. C'est le choc des cultures, c'est-à-dire d'un côté il y a de l'empirique, c'est-à-dire des gens qui vont travailler sur le terrain tous les jours dans des conditions très difficiles, et de l'autre côté on a besoin de scientifiques avec du matériel tel que celui-là qui permet non seulement de stocker mais d'analyser un certain nombre de données, et on a besoin des deux. Mais les pêcheurs eux-mêmes travaillent maintenant avec des techniques qu'il n'y avait pas il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans. Je pense aux lecteurs, aux lecteurs de cartes, je pense vous avez vos traces pour les chaluts par exemple, je pense aussi aux sondeurs, aux éco-sondeurs maintenant, qui sont de plus en plus précis. Donc tout le monde travaille aussi grâce à la technologie. Donc les scientifiques, c'est important qu'ils soient bien équipés. Alors j'ai découvert ça aussi dans le quotidien dont tu parlais tout à l'heure, accessoirement qui s'appelle Ouest France, je crois. Oui, c'est ça. Voilà, on ne fera pas de publicité, mais bon, en tous les cas, c'était assez intéressant de voir cette grosse machine, ce gros ordinateur. J'espère en tous les cas que ça concourra à rendre Ifremer encore un peu plus performant, mais Ifremer nous est envié dans le monde entier. Hein. Attention, c'est un des atouts également de la Bretagne. Alors, autre information dans ce même quotidien ce matin, comme quoi vraiment on avait tout programmé pour que la soirée regard puisse être alimentée également par les informations du jour, c'est que l'Europe maritime est en train de se construire, puisque c'est la Bretagne qui préside le groupe belge des 150 régions périphériques maritimes. Et c'est un certain Pierre Carlesquin qui en prend la présidence. Oui, alors, bon, la CRPM, c'est important, mais là aussi, il faut relativiser. J'ai beaucoup de respect pour Pierre Carlesquin, conseiller régional, que je connais bien depuis très longtemps, mais quand je lis que, pardonnez-moi, je ne veux pas faire de polémique, mais quand je lis que la CRPM va peser sur le Brexit, non. Le Brexit, il va se négocier avec les chefs d'État, avec la Commission européenne et avec le Parlement européen, point à la ligne. Aujourd'hui, et ça va poser un problème, puisque c'est le dossier le plus, je dirais, c'est la pêche est l'activité économique la plus impactée par le Brexit. Imaginez une seule seconde que le Royaume-Uni décide du jour au lendemain, à cause du Brexit, de nous interdire l'accès à ces eaux. Ce serait dramatique. 60 à 65% des apports, des cas demande à Jean Porcher ce qu'il en pense, 65% des apports dans nos criées viennent des côtes britanniques. Donc c'est considérable. Donc évidemment, on est condamné à trouver un accord. Alors la CRPM fera sûrement, la conférence des régions périphériques maritimes dont tu parlais, fera sûrement un rapport intéressant, mais les négociations se feront au niveau des chefs d'État, se feront au niveau de la Commission européenne et au niveau du Parlement européen. Moi je travaille beaucoup avec Guy Verhofstadt, qui est un membre éminent du Parlement européen, l'ancien Premier ministre belge, qui est le monsieur Brexit du Parlement, et avec Michel Barnier, qui est donc le monsieur Brexit de la Commission européenne, et avec Jean-Claude Juncker. On travaille sur ce dossier-là pour, évidemment, moi ce que j'ai voulu, c'est que, et je ne suis pas le seul, je suis accompagné par les membres de la Commission de la pêche et par beaucoup de parlementaires, c'est qu'on ne saucissonne pas le Brexit, c'est-à-dire que la pêche pourrait devenir une variable d'ajustement du reste. Il faut que ce soit une négociation globale. Excusez-moi, je suis arrivé au Brexit tout de suite. Moi. Oui, naturellement c'est un sujet. Rapidement. Moi je voudrais qu'on revienne sur les ordinateurs. C'est vrai qu'à l'école on travaille beaucoup sur les ordinateurs, on apprend aux jeunes à travailler sur les ordinateurs, sur les simulateurs. Mais
Mais sorti de ça, vous enlevez l'ordinateur à un jeune sur un bateau et il ne sait plus où il est. Pardon. Non, mais c'est important ça. Parce toi, que, quand tu navigues, tu utilises Maxi ou des choses comme ça, enfin je ne sais pas. Oui, Maxi, mais on enlève l'ordinateur à un jeune maintenant, et ben, il ne rentre pas au port, hein. Il reste mouillé au large. On a vu des cas comme ça. Il a regardé son écran et suit ça. Non, mais pas d'ordinateur. Ah oui, d'accord. Ouais. Ah oui, voilà. Alors, je voudrais juste... voilà, je voudrais à ce stade relater ce qui a été dit, c'est que c'est une recherche d'équilibre d'une certaine manière entre ce qui se vivait avant, ce qui va se vivre demain. Et si vous le voulez bien, j'ai retenu également, dans ce film, il était dit, c'est une école de la vie. C'est une école de la vie, et regardez, c'est entre les mathématiques qu'on évoquait tout à l'heure et la poésie, puisque Jean-Yves, tout à l'heure, se permettait de dire « dessine-moi un mouton ». Donc la littérature va sur les bateaux aussi. C'est entre l'art et la technologie, et c'est cette recherche d'équilibre que dans votre débat, vous essayez également de poursuivre. Mais on est dans un monde d'incertitudes, et c'est pas toi qui pourrais le dire, puisqu'il n'y a pas que sur la mer qu'il y a des incertitudes, il faut toujours s'adapter et trouver les voies de l'optimisme pour s'engager. Et je citerai là un acteur emblématique de la Bretagne, Jean-Jacques Hénaf, et il s'est souvent engagé pour une Bretagne qui gagne, et il disait « Les valeurs ne s'affichent pas, elles se vivent. Écoutons comment on pourrait transmettre tout ça. » Oui, je m'appelle Anthony Lehuche, moi je suis marin-pêcheur depuis 85, donc une trentaine d'années. Alors ce qui me plaît dans la pêche, effectivement, c'est le fait de traquer du poisson, hein, tout simplement. C'est très très intéressant parce que c'est pas gagné à chaque coup, hein. Autrement il y a beaucoup de monde sur l'eau, hein. Ce serait trop facile. Et le fait de cette recherche du poisson, de pêcher ou pas pêcher, hein, parce que bien souvent on pêche pas, hein, donc il faut encaisser ce genre de choses, mais ça fait partie du jeu, hein, entre parenthèses, entre guillemets, et ça m'intéresse drôlement. Il y a pas mal de choses qui me plaisent sur le métier. Déjà, il y a bien sûr, il y a l'effet d'équipe, hein, l'équipage, vous savez forcément du mot équipe. Vous avez remarqué, vous êtes venu à bord, on ne parle pas beaucoup finalement. Hein. Donc tout se fait dans le geste, dans le regard, sur des ordres bien précis et tout. Donc celui qui comprend ça, déjà il a compris pas mal de choses. Ce qui est dommage, ce serait que le patron actuel, donc Didier Jacob, parte avec son savoir et qu'il n'y a pas de continuité, quoi. Il n'y a pas de transition. Donc moi, ce que j'essaye de faire, c'est au moins cette transition du savoir, faire perdurer ce mode de pêche. Il y a beaucoup de paramètres à mettre en tête en quelques secondes avant d'actionner le filet, quoi, hein. Encore une fois, c'est très bien l'électronique, mais le sens humain et animal, donc, hein, parce que les oiseaux, hein, ils sont bien avant nous chez le poisson. Hein. Sens de la part d'Anthony sur la transmission des savoirs et des avoirs, mais parlons d'abord de la transmission des savoirs, le savoir-faire, le savoir-être également sur les bateaux, on disait école de la vie. Alors je ne sais pas si Franck est arrivé, il était en mer, autrement on va demander à Jean-Yves, puisque voilà, c'est une étape importante, c'est la transmission d'un bateau aussi. Voilà, Olivier va en parler avant et après. Donc moi j'ai vendu mon bateau, j'ai eu un petit peu de mal quand même parce qu'il a fallu 2 ans. Et donc j'ai vendu à mon matelot qui est avec moi depuis 17 ans.
Donc il a pu, pendant 17 ans, il a vu comment ça se passait. Et puis là, je me suis arrêté, j'ai fait patronner un petit peu, donc ça se passait bien. Donc ça lui a mis en confiance. Et donc après, il a essayé de trouver une banque et il a trouvé le Crédit Agricole. Oui, voilà. C'est tombé comme ça. Hein. C'est pas hasard. Oui, mais il a fait plusieurs agences et vraiment, le Crédit Agricole, c'est vraiment la banque qui l'a accroché. Et voilà, ça s'est bien passé. Et je crois même que la personne qui a permis cette négociation, elle est dans la salle. Oui. Voilà, c'est ce que j'ai appris tout à l'heure, oui. Donc le Crédit Agricole, mais ce n'était pas la Caisse des Côtes d'Armor, c'était d'Ille-et-Vilaine, je crois, c'était d'Ille-et-Vilaine. Ils sont aussi riches. Ah oui, ça va. Donc comment on transmet? Là, voilà, une opération, mais un bateau, ça coûte cher. Donc il fallait une négociation. Oui, faut le baisser, c'est tout. Il faut baisser. Puis après, quand ça devient raisonnable, on accepte. Olivier voulait parler également de la transmission. Comme dit Jean-Yves, oui, voilà, il avait un matelot avec lui depuis 17 ans et ça lui a permis d'apprendre, de connaître, de voir un peu comment ça se passe et puis de savoir si lui, il est capable de pouvoir reprendre ça pour pouvoir après continuer l'activité sereinement et puis aller de l'avant et profiter de toutes les nouvelles technologies qui se passent. Mais après, il faut pouvoir les transmettre. Et les transmettre, il faut du temps. Il faut du temps et il faut que la personne soit passionnée. L'avantage, c'est que l'ordinateur parle beaucoup. On peut stocker beaucoup de choses sur l'ordinateur. Et donc les jeunes, ils ont plus de facilité que nous à gérer l'ordinateur. Et donc c'est déjà une grande facilité de gérer la pêche avec ça. Ouais, mais il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier, il y a l'aspect humain et l'aspect expérience. On ne devient pas marin-pêcheur comme ça en claquant des doigts. On ne devient pas marin-pêcheur du jour au lendemain. Il faut d'abord apprendre le métier, il faut apprendre la mer, il faut avoir le sens de la mer, il faut savoir où sont les choses, comment on pêche, où il faut pêcher. Et ça s'apprend pas à l'école non plus, c'est important d'aller à l'école. Mais c'est à bord que ça s'apprend. C'est pour ça que je dis que l'ordinateur parle, parce que d'une année sur l'autre, sur l'ordinateur, on stocke toutes les données. On stocke on peut stocker les jours, l'heure, tout. Donc moi j'ai tout préparé depuis quelques années à Franck, donc ça lui permettait quand ils étaient sur une zone, il sait qu'à tel point, il clique et donc voilà, je mettais un petit poisson pour dire que c'était bon et à telle période il peut revenir quoi. Voilà, donc je vais quand même faciliter les choses quoi. Dans le film, on remarque que souvent on a des témoignages de personnes qui ont un certain âge et disent mais j'ai commencé, j'étais tout jeune, j'étais adolescent. On ne fait qu'un seul métier quand on est marin-pêcheur, alors qu'on dit maintenant qu'on fait 3-4 métiers dans sa vie. On ne fait qu'un seul métier. Ça, c'est pas idiot, parce que c'est vrai que c'est une bonne remarque. C'est vrai qu'aujourd'hui, un jeune qui a 22 ou 23 ans, il a des chances qu'il fasse 3 ou 4 métiers, voire 5. Mais je pense que quand on est marin-pêcheur pour la vie, quasiment. S'il n'y a pas un pépin, s'il n'y a pas quelque chose. Parce que comme tu le disais tout à l'heure, Gilbert, c'est pas seulement un métier, c'est aussi une passion. Et une passion, on essaye de la vivre le plus longtemps possible. Donc je pense que tous ces gens sont des gens passionnés. Moi en plus, je suis admiratif de la qualité du film. Je vous le redis, parce que les images que j'ai vues sont extraordinaires. Ouais, un jeune qui va sortir de l'école, il va sortir avec son brevet, son diplôme, son capacitaire, lieutenant de pêche, autre, et il va embarquer sur un bateau. Et il va peut-être faire 1 an, 2 ans, mais ça va peut-être pas lui correspondre. Donc il va changer, il va aller sur un autre bateau qui va faire un métier différent, et ainsi de suite pendant quelques années avant de trouver vraiment sa voie, parce que la pêche, c'est comme, on va dire, c'est comme l'agriculture. Il y a plein de métiers différents et on ne peut pas faire tous les métiers dans la pêche. On est obligé de sélectionner les métiers. Il y en a qui voudront être ligneurs, il y en a qui voudront faire les casiers, il y en a qui voudront faire les filets, il y en a qui voudront faire le chalut. Voilà. Oui, mais il y a la pêche de la mer. Souvent, mais il y a la pêche de la mer, bien sûr. Souvent, il reste là. Souvent, la petite pêche, quand même, elle est polyvalente. C'est-à-dire qu'à une période de l'année, ici, par exemple, on fait la coquille, et à une autre période de l'année, on fait ou le casier, ou le filet, ou le chalut, enfin voilà quoi. Voilà. En général, les bateaux, ils font entre 2 et 3 métiers différents. Et alors, je vous la pose la question, est-ce que vous auriez pu faire un autre métier? Non, moi j'ai toujours eu 2 métiers. Quand j'étais gamin, je voulais être boulanger ou marin. Et donc c'est la mère qui l'a remporté. Et voilà, depuis 1975, j'ai fait ce métier. Donc j'ai commencé vers Terre-Neuve. Après,
après j'ai fait la petite pêche et après j'ai fait un bateau neuf, un deuxième et un troisième. Et, voilà. Et la retraite. Et là j'ai refait un petit bateau pour continuer à aller pêcher. Quand on est à un petit canot pour continuer quand même. Un petit canot pour continuer quand même. Ah bah oui, on passe. On n'arrête jamais. Mais bon, pas avec la même hargne, mais pas si longtemps. C'est-à-dire je ferai des petites marées du matin et puis pour les cibler, les petits trous. Olivier? Non, de toute façon, moi je crois que voilà, quelqu'un qui aime la pêche, il va jusqu'au bout. Il va jusqu'au bout et au-delà de sa retraite parce que c'est un milieu qu'on ne peut pas quitter comme ça. Alors moi, ce que je note à l'inverse, c'est qu'on commence aujourd'hui à vraiment manquer de marins-pêcheurs. C'est qu'il y a une réalité, c'est qu'aujourd'hui, quels que soient les métiers de pêche pratiqués, on manque soit de matelots, soit de mécanos, soit même de patrons pour commander les bateaux. Et du coup, on parlait tout à l'heure du renouvellement de la flottille, mais on est aussi très inquiet parce que beaucoup de patrons arrivent à un certain âge, 45-50 ans, la retraite étant à 55. Et du coup, on est très inquiet sur l'avenir et le renouvellement des générations. Et du coup, le métier de pêcheur a évolué, les rythmes ont évolué. Les navires sont certes vieux, mais on est quand même dans une dynamique où plusieurs nouveaux bateaux sont en train d'être construits, qui sont beaucoup plus confortables aussi pour les équipages. Et du coup, on espère que, avec ces évolutions des outils, que le métier de marin-pêcheur va attirer les jeunes dans l'avenir, parce que ça va devenir un vrai challenge. C'est un message d'optimisme quand même. Voilà. Mais les écoles maritimes n'ont jamais été aussi pleines, hein. Il y avait beaucoup de demandes. Donc c'est quand même c'est encourageant pour l'avenir. Ouais, enfin moi je veux bien que les écoles maritimes soient pleines, mais le problème c'est qu'il y a 80% des personnes qui ne continuent pas là-dedans. Elles sont placées là parce que Pôle emploi les place là pour faire des stages. Ils viennent faire des stages et après ils peuvent repartir tranquillement vaquer à leurs occupations, comme dans les autres métiers. Mais enfin, mon problème, il n'est pas là, c'est qu'on dit qu'il y a moins de jeunes, enfin, il y en a qui disaient qu'il y a moins de jeunes à faire la pêche. Il faut savoir aussi qu'on est bloqué au niveau de l'embauche des personnes. Le personnel est obligé de passer par l'école maritime avant de pouvoir embarquer sur un bateau. Ils ne peuvent plus venir se tester pour voir si ça peut leur convenir ou pas. Et ça nous bloque énormément. Comme on arrive à la fin de notre débat, je voudrais qu'on termine sur une note optimiste. Et je me dis qu'après tout, ce ne serait pas idiot de passer ce film dans les écoles maritimes pour leur donner envie, et en particulier avec ce message de Robert Bouguéon qui disait, il parlait du plus beau métier. Il disait, c'est le plus beau métier. Alors je vous laisse pour la dernière fois vous retourner pour apprécier le final de ce film par la qualité des prises de vue et des témoignages en 3 minutes 30 de bonheur. C'est un beau métier, c'est un métier passionnant, c'est un métier quand même assez dur. On s'en rend compte quand on vieillit. Et voilà, et puis moi j'incite les jeunes toujours à continuer. Voilà, on dit toujours, quand on est jeune, il n'y a plus d'avenir dans ce métier-là, mais on s'aperçoit qu'on arrive à la retraite et qu'on en a vécu et que voilà, pour moi, il y a encore de belles années à faire dans la pêche. Voilà, il faut de la volonté, il faut du courage, et puis il n'y a pas de raison, c'est tout. Et puis aussi, il faut que les banques aident les jeunes, parce qu'on entend partout qu'il faut aider les jeunes à se lancer, mais on s'aperçoit que quand on a un bateau à vendre, c'est vachement compliqué. Voilà. Avec l'arrivée de l'hiver vient aussi le temps des coups de tabac. C'est l'époque où le travail et le courage des hommes sont mis à rude épreuve. Lutte incessante contre les éléments. En ce soir de décembre, Emmanuel et son Loirencouze, après une journée passée au milieu d'une mer en furie, rentrent au port de Saint-Guénolé avec le calme du devoir accompli. Courage. Vous avez dit courage ?
J'ai été curieux de connaître tous les métiers de la mer et je peux vous dire que c'est un métier passionnant. À partir du moment où on fait attention à la ressource, c'est du bonus, c'est du bonheur d'être à la pêche. Dans le système où on vit, pour la pêche artisanale, la pêche côtière, on est soumis à quand même un peu moins de contraintes puisque la pêche et les calendriers de pêche, c'est quand même le pêcheur qui a encore le bonheur de le faire. C'est la qualité de l'eau qui va sauver les pêcheurs. Tout ce qui est bactériaux et les alertes sanitaires qu'on a aujourd'hui sur les territoires, c'est de la bactério humaine. On dit c'est les agriculteurs, on dit c'est les pesticides. Non, non. La grosse calamité qu'il y a aujourd'hui, c'est de la bactério humaine. Donc la qualité de l'eau, pour nous, c'est primordial. Primordial. Pour moi, c'était le plus beau métier. C'est le plus beau métier qui existe. C'est un métier passionnant parce qu'on voit beaucoup de choses. On apprend beaucoup de choses. C'est incroyable ce qu'on peut apprendre avec ce métier-là. Et s'il serait à refaire, je le referai. Je dis, c'est une chance que j'ai eue de faire ce métier. Mais c'est vrai que le marin, il a du caractère, mais c'est normal. C'est la vie qu'il mène qui fait qu'il ait du caractère. Et en plus de ça, il est breton. Voilà. Autre d'affaire de sans doigt, le blois coué dans nos avoirs. Bella sur place et nos quichens, évident d'Enzo et d'Anquet. Un grand merci Jean-Pierre. Voilà, tu peux te lever, je sais que tu ne parles pas beaucoup, mais voilà, le travail était remarquable. Merci aux chevaliers de la Houle. Merci à mes collègues. Je rends maintenant, dans le cadre de cette soirée regard à Jean-Yves Carrier le micro, puisque nous avons porté un regard sur quelque chose qui t'intéresse, la pêche côtière. On se disait à l'instant avec Roger Andrieux, le président, qu'on a vécu une formidable soirée. Parce que c'est une soirée de passion avant tout. Et moi, s'il y avait deux termes pour qualifier cette soirée, c'est la passion et la responsabilité. Merci de nous avoir fait découvrir ce métier avec toute cette passion, cette responsabilité et la grande sincérité des débats. On a vu qu'on avait affaire à des connaisseurs. Alain, je crois que tu es incollable sur la pêche, tu connais beaucoup de choses. Et moi, je trouve que c'est... Hein? Ah oui, on va encore y passer beaucoup de temps. Et puis bien sûr, votre témoignage est précieux. Vous vivez la mer et on a apprécié les images de Jean-Pierre au plus haut point. On a envie de les revoir. Elles sont vraiment très belles ces images-là, on s'en lasse pas, même quand on les voit deux fois. Donc c'est vraiment je crois, une belle mise en valeur de ce métier et ça le mérite complètement. Donc un grand merci à vous tous, un grand merci aussi à Adler, à Camille et David qui ont préparé cette soirée. Un grand merci à Mbaye qui filme. Donc je pense qu'on peut à nouveau vous ouvrir. Un grand merci à Gilbert, formidable animateur. Gilbert, on connaît pour l'engagement. J'attends de parler facile avec plaisir. Ça s'est sorti, je crois que la passion, vous l'avez communiqué à tout le monde, donc vraiment un très grand merci. Et puis on va partager un moment, alors c'est un buffet entre territoire et méritoire. Donc, on va pouvoir poursuivre un buffet à côté, donc on peut encore vous applaudir. Merci beaucoup.